Voilà, je pense qu'on va commencer. Bonjour tout le monde. Merci d'être revenu après cette pause de 2 semaines. 3 semaines, 2 semaines. Heureusement que je n'ai pas fait de cours la semaine dernière parce que j'ai perdu ma voix. Voilà, donc ça tombait bien finalement. Alors, aujourd'hui, on va passer à l'environnement dans cette série de cours épigénétique, environnement et biodiversité. Donc, c'est un vaste sujet, encore une fois, comment l'environnement peut influencer les marques épigénétiques, les mécanismes épigénétiques, et aussi à quel point les changements de phénotype qui ne semblent pas être dus à un changement de la séquence de l'ADN pourraient être dus à un changement épigénétique. Et c'est une grande question qui est en fait une des questions la plus souvent posées par le grand public. Et c'est pour ça que j'ai essayé, là, cette année, avec cette série de cours, de l'attaquer ou la réattaquer pour mieux répondre un peu à vos questions. Alors, je ne suis pas sûre que je le ferai, mais au moins, on va voyager un petit peu dans cette discipline si complexe. Alors, je voulais juste commencer en faisant un résumé de mes 2 premiers cours. Donc, pour vous rappeler que j'ai commencé en parlant de la biodiversité dans le sens au sein d'une espèce, donc la variation phénotypique qu'on peut trouver, où avec un génotype, on peut générer plusieurs phénotypes, y compris au sein d'un tissu, d'un organe. Et donc, on a parlé un peu de l'histoire de tout ça et à quel point les scientifiques étaient assez réfractaires à cette idée parce qu'il y avait le dogme de l'indéterminisme génétique. Mais très souvent, et encore aujourd'hui, les études qui essaient de voir à quel point les variations de phénotype sont dues à des variations de génotype ne prennent pas bien en compte les variations environnementales et aussi les changements stochastiques. Et pendant le 2e cours, je parlais beaucoup de cette stochasticité qui peut être la source de variabilité, surtout par exemple au début du développement, la différenciation, mais aussi dans des populations de bactéries. Alors, je pense que je vais essayer de ne pas vous énerver avec le micro. Et donc cette stochasticité de l'expression des gènes commence maintenant à être mieux comprise. On réalise à quel point la régulation des gènes n'est pas un processus noir et blanc. Il y a des variations dans le temps, dans l'espace, dans les molécules, et on commence à vraiment les mesurer parce que nous avons maintenant les outils pour regarder au sein d'une cellule comment, dans une situation diploïde où on a 2 copies du même gène, à quel point les 2 copies sont exprimées de la même façon au même moment. Et il y a beaucoup de variabilité et ça dépend beaucoup de gènes. Certains gènes sont plus variables que d'autres. Ça peut être au niveau de l'activité transcriptionnelle, au niveau de l'acte d'expression, de transcription. Et là, on pense qu'effectivement, la chromatine est importante et l'organisation de la chromatine en 3 dimensions est importante. Et donc, je vous avais parlé un tout petit peu de certaines études que nous faisons dans mon propre labo dans ce sens. Donc, cette stochasticité peut être variable et pas clonale, c'est-à-dire pas mémorisée. Un changement d'expression d'un gène, une fluctuation dans le niveau d'expression peut arriver et être très transitoire au cours d'un cycle cellulaire ou même au cours de 2 ou 3 cycles cellulaires, mais peut ne pas être propagée ou elle peut être propagée. Et c'est là où on pense qu'on peut avoir des phénomènes épigénétiques dans le sens de changements qui sont mitotiques ou méiotiques, c'est-à-dire qui traversent les cycles cellulaires, mais qui peuvent être réversibles, bien sûr. Et donc, on a aussi des cas d'expression des gènes ou de locus qui sont propagés de manière stable et puis tout d'un coup qui peuvent changer et on appelle ça de la métastabilité. Je vais revenir sur ces phénomènes au cours du cours aujourd'hui. Donc, on peut avoir effectivement différents phénotypes entre des individus, même des individus qui sont génétiquement identiques, comme les jumeaux ou les clones.
et ceci n'est pas forcément dû à des changements épigénétiques, mais peut être figé, stablement hérité grâce à des mécanismes épigénétiques. Et donc l'idée qu'il y a une diversité cellulaire au sein d'un organisme, donc non seulement entre organismes au sein d'une espèce, mais même au sein d'un organisme, on peut avoir une série de phénotypes qui sont uniques grâce à l'utilisation différente du génome au sein de cet organisme. Donc chaque cellule peut avoir, on va dire, un phénotype à elle. Et on pense qu'effectivement, ça peut être important dans des systèmes comme les bactéries, où il faut mieux survivre sous des situations de stress, mais ça peut être aussi désavantageux dans des situations pour l'organisme, comme dans le cancer, où là, la diversité cellulaire qui peut être générée aussi par l'épigénétique peut avoir un avantage pour un tumeur, mais bien sûr, ce n'est pas un avantage pour l'organisme qui le porte. Et donc ici, c'est juste une image que j'ai prise d'une des revues que nous avons écrites il y a quelque temps avec mes collègues au laboratoire, où on regarde les deux copies du même gène au sein des individus, dans des cellules de souris en fait, mais dans les cellules d'humains aussi, ceci a été trouvé. Et on voit qu'on peut avoir une expression différentielle d'une des deux copies, un peu comme l'inactivation du chromosome X, mais dans ce cas-là, il s'agit des gènes autosomales. Donc les gènes qui ne sont pas sur les chromosomes sexuels peuvent aussi parfois être exprimés soit à partir d'un allèle, soit à partir d'un autre allèle. Et très souvent, ce type de phénomène n'est pas, encore une fois, n'est pas noir et blanc. On a au sein d'un individu certaines cellules qui expriment un allèle, certaines cellules qui expriment l'autre allèle et certaines cellules qui expriment les deux allèles. Et ça donne une possibilité énorme de profils d'expression des gènes ensemble et donc de phénotypes. Et nous avons découvert que certains de ces gènes semblent être importants au cours du développement, mais aussi impliqués dans certaines maladies où effectivement l'extinction d'un gène, mais qui est sauvage, et l'expression de l'autre allèle qui peut être muté, peut tout de suite donner un phénotype. Donc voilà, tout ça c'était le deuxième cours. Et pour continuer, comme je l'ai dit, la plupart des espèces montrent ce type de diversité cellulaire au sein des individus. Elles montrent aussi de la plasticité phénotypique. Et donc ça, c'était au cours du premier cours qu'on a parlé de ça. Cette plasticité phénotypique qui peut être stable ou transitoire, comme par exemple dans les cas des papillons, des poissons. Enfin, je vous avais montré tout un tas de situations différentes où avec le même génome, on peut finalement prendre deux directions différentes. Et ces changements peuvent être développementaux et devenir stables, ou ils peuvent être transitoires dans l'adulte. Et donc cette plasticité phénotypique peut être fonctionnelle et donc potentiellement adaptatif, et on va revenir sur le côté évolution la semaine prochaine. Ils peuvent aussi être des changements qui n'ont pas un intérêt particulier, ou pas évident en tout cas, donc neutre, ou ils peuvent être même délétères. Et donc tout ça, ça me ramène à cette question d'un génotype qui donne plusieurs phénotypes. Et dans le contexte de l'environnement, clairement, il s'agit là d'une question épigénétique, et là on repart de la définition à l'origine que Waddington avait proposée. Donc je ne vais pas refaire toutes les définitions. Pour ceux qui n'ont pas suivi tous mes autres cours, vous pouvez les regarder online. Mais donc voilà, ça c'est la définition d'épigénétique telle que Waddington l'avait proposée en 1942, où c'est le lien entre génotype et phénotype, mais en prenant en compte l'environnement. Et ça peut être l'environnement au sein de l'organisme au cours du développement, ou ça peut être l'environnement externe. Et donc, juste pour expliquer qu'effectivement, il faut comprendre ce niveau de biodiversité, parce que si on veut comprendre comment les organismes fonctionnent sur notre planète, il faut comprendre qu'il y a cette diversité au sein d'un individu et au sein d'une espèce. Et ça peut être quelque chose que nous n'avons pas encore totalement mesuré, parce que ça pourrait être aussi
peut-être dans certains cas, une manière d'adapter ou prendre en compte les changements très, très drastiques que nous sommes en train d'imposer sur notre planète, que ce soit au niveau du climat ou que ce soit au niveau des pesticides, que ce soit au niveau des polluants de toutes sortes. Et donc, je termine avec cette phrase que j'avais, ou cette notion que j'avais mise tout au début du premier cours, c'est que si un écosystème est divers, au sein de chaque écosystème, il y a une collection d'espèces, mais au sein de chaque espèce, il y a aussi une diversité. Ça veut dire qu'il y a plus de ressources pour survivre dans des conditions extrêmes. Donc, l'épigénétique et l'environnement. Aujourd'hui, on va essayer de creuser un peu plus ces notions. Donc, à quel point l'environnement peut influencer des processus épigénétiques et quel est l'impact de la variation phénotypique qui est due à des changements épigénétiques, quel est l'impact de changements comme la température, le climat, la nutrition. Je ne vais pas beaucoup parler des toxines aujourd'hui, malheureusement, mais peut-être je vais revenir sur ça la semaine prochaine. On va parler du stress un tout petit peu et plus aussi la semaine prochaine. Et puis la culture, à quel point, en tout cas quand il s'agit de l'humain, mais aussi d'autres espèces, le comportement peut avoir un impact important sur la variation phénotypique, et ça peut être via l'épigénétique. Même moi, je le pense. Donc voilà, quels sont les types de stimuli environnementaux? On vient de les décrire. Est-ce qu'ils ont un impact sur les changements épigénétiques? La réponse est clairement oui, ça a été mesuré, on voit qu'il y a des changements épigénétiques dans diverses conditions, mais nous savons aussi que chaque organisme a son génotype avec des variations, des polymorphismes spécifiques, des altérations aussi génétiques, des duplications, des délétions, et que quand on veut vraiment comprendre la manière que nos gènes sont exprimés et cette expression des gènes se traduit en phénotype, il faut intégrer ces deux niveaux de manière très, très précise. Et ce n'est que récemment que nous pouvons réellement faire ceci, avec la capacité maintenant de lire des génomes et aussi des épigénomes à des coûts raisonnables, et aussi de mesurer des fluctuations, que ce soit des fluctuations ou des changements génétiques, ou des fluctuations épigénétiques, ou des fluctuations dans l'expression des gènes. Voilà. Et donc, aussi la nutrition, le vieillissement, je ne sais pas pourquoi c'est animé. Donc voilà, aujourd'hui, on va parler d'abord des changements qui sont programmés par l'environnement. Et je vais revenir sur des insectes. On en a parlé un tout petit peu lors du premier cours, mais j'ai réalisé que je n'avais pas trop le temps. Donc on va revenir un petit peu sur les abeilles, où les choses avancent, même si on ne comprend toujours pas tout, mais voilà. Et puis aussi sur les plantes, où là, il y a des exemples intéressants de changements induits par l'environnement, et le cas de la vernalisation, mais aussi d'autres phénomènes plus récents que je vais vous raconter. Donc, si on commence avec les abeilles, c'est un des exemples, je pense, le plus fascinant pour nous, les humains, parce que les abeilles nous aident, nous donnent le miel, nous aident en pollinisant les plantes, les fleurs, mais aussi nous fascinent parce qu'elles ont cette organisation incroyable de vie sociale et de communauté. Et donc, ce qui est le plus fascinant, c'est que la reine, donc c'est une communauté sociale, il y a une reine avec des ouvrières, il y a aussi des mâles. Les reines, ce sont des diploïdes, les mâles haploïdes, mais les reines peuvent vivre très longtemps, plusieurs années, et leur rôle, c'est de se reproduire une fois tous les quelques années. Elles vont se croiser avec les mâles. Les mâles ne servent pas à grand-chose, en fait, comme d'habitude. C'était une blague. Et puis, les ouvrières,
qui sont issues des mêmes œufs fécondés, elles ne vivent pas très longtemps du tout, une quarantaine de jours jusqu'à quelques mois, et elles font tout le boulot. Elles s'occupent des larves, elles s'occupent de la ruche, elles la construisent, elles la nettoient, elles vont chercher le pollen, etc. Donc voilà, il y en a une qui ne fait pas grand-chose, mais qui travaille pour l'avenir, et puis les autres qui soutiennent tout ça. Et tout ça avec le même génome. Et donc, ce qui nous fascine encore plus, c'est comment, à partir de la nutrition des larves, on arrive à faire une reine, et nous avons compris, maintenant ça fait des décennies qu'on comprend ça, il s'agit du gelé royal, qui est une nutrition spécialisée qui est donnée à des larves très tôt pour permettre la formation d'une reine. Et jusqu'à il y a quelques années, on pensait que c'était surtout ça, mais maintenant on réalise que ce n'est pas si simple, qu'en fait il faut aussi faire le choix de ne pas être ouvrière, et donc la nutrition est très différente entre les deux, et puis le contexte social a une influence aussi dans la manière que les choses se passent. Donc je voulais vous parler un tout petit peu de ça aujourd'hui. Donc déjà, au niveau de la gelée royale, les chercheurs ont essayé de comprendre qu'est-ce qui est dans cet fameux miraculeux produit. Est-ce que peut-être pour nous, ça pourrait être utile aussi? Et donc, il y a des protéines, plusieurs protéines, qui semblent être importantes pour les différences physiques des reines et des ouvrières. Et même des expériences où on met la gelée royale sur les larves des mouches, peuvent induire certains traits comme des reines. Et on sait que quand on regarde la différence d'expression entre les reines et les ouvrières, en tout cas dans le cerveau, il y a plus qu'un cinquième des gènes qui sont différentiellement exprimés. Donc ça veut dire qu'effectivement, il y a des grandes différences dans la manière que les réseaux d'expression génique sont mis en place. En étudiant aussi les facteurs dans le gelé royal, il a été réalisé qu'il y a des traces, enfin elle contient des inhibiteurs des histones diacétylases. Donc ce sont des molécules qui vont empêcher les enzymes qui vont enlever l'acétylation des histones. On a parlé beaucoup des histones, de leur modification, et une des modifications clés qui semble être impliquée avec l'expression génique est l'acétylation. Donc les HDAC, c'est des histone deacetylases, c'est des enzymes qui vont retirer l'acétylation. Et dans le gelé royal, il y a des inhibiteurs de ces enzymes. Voilà. Et ça, c'est en grande proportion. Et donc, quand on utilise le gelé royal, on voit qu'effectivement, même sur les cellules des mammifères, on arrive à réexprimer des gènes qui sont silencieux, probablement grâce à la présence de ces molécules. Et l'autre point qui a été découvert il y a maintenant 10 ans, c'est que un des enzymes de la méthylation, la méthyltransférase DNMT3, qui est une de novo méthyltransférase, dont on a beaucoup parlé l'année dernière. Donc, ces méthyltransférases semblent être importants dans les larves qui vont devenir ou pas des reines. Et donc, en fait, si on délète ou on empêche cette enzyme à agir au cours du développement, c'est comme si on donnait la gelée royale, c'est-à-dire les larves deviennent des reines. Et donc, si on prend une larve qui a été destinée à devenir une ouvrière et on la traite avec un inhibiteur de cette enzyme, ou même on l'empêche, cette enzyme, on voit qu'effectivement, on développe une reine avec des ovaires, etc. Donc, ça veut dire que le gelé royal est clairement un cocktail épigénétique assez puissant, mais il y a bien sûr d'autres facteurs aussi présents. Et donc, une des révolutions dans la compréhension de comment tout ça marche, c'était le séquençage du génome en 2006, le génome de l'abeille. Et donc, grâce à ce génome, où on pouvait lire donc, le code de l'ADN de l'abeille, on pouvait ensuite lire les changements épigénétiques
et surtout les différences d'expression des gènes à l'échelle de tout le génome. Donc on pourrait prendre les cerveaux des reines, des ouvrières, les gonades, etc., et regarder la différence dans les marques épigénétiques et dans l'expression des gènes. Donc les chercheurs ont regardé la méthylation de l'ADN, ils ont regardé l'expression des gènes, aussi l'épissage des gènes, des messagers de ces gènes, qui semblent aussi être différents entre les reines et les ouvrières. Et donc, il y a eu pas mal d'études à ce moment-là, et j'en ai parlé un peu, je pense, lors de mes tout premiers cours, parce que on avait ces données. Donc, en fait, une des premières choses qui a été remarquée, c'est que les abeilles ont des profils de méthylation très différentes, ou semblent être différentes à d'autres espèces, y compris les plantes et l'homme, ou les mammifères. Il semble qu'il y a moins de méthylation ou pas de méthylation des éléments répétés, des transposons, et beaucoup plus au niveau des gènes, les corps des gènes. Alors le problème à cette époque, c'était que les études qui ciblaient qui regardaient la méthylation n'étaient pas forcément aussi approfondies que ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Donc je pense que tout ça, c'est en train d'être révisité, ou peut-être déjà révisité, mais en tout cas, à l'époque, c'était assez remarquable qu'il y avait beaucoup plus de méthylation dans les corps des gènes et pas dans les régions autour. Et si vous vous rappelez, la méthylation dans la région 5' d'un gène, par exemple, est souvent associée avec un état réprimé. Alors que quand on regarde la méthylation dans le corps d'un gène, très souvent, l'expression d'un gène corrèle avec la méthylation. Donc la méthylation corrèle avec l'expression des gènes quand on regarde dans le corps du gène, mais quand on regarde les îlots CPG et les régions en dehors du gène, ça corrèle avec une répression. Donc c'est un peu compliqué, mais c'est comme ça. Donc en tout cas, voilà, chez les abeilles, on voyait que la méthylation était surtout dans les corps des gènes. Donc il y avait beaucoup de questions. Encore une fois, quand on fait ce type d'analyse omique, on séquence tout et on est très content, on a beaucoup de données. Et après, on réalise qu'il faut répondre à des questions. Et pour ça, il faut soit des études beaucoup plus approfondies, intégratives, soit il faut faire de la génétique. En tout cas, voilà, il y avait des questions. Quels sont les gènes qui sont critiques pour la division, la distinction entre les reines et les ouvrières? Est-ce que la méthylation est réellement importante pour l'expression de ces gènes? Et est-ce que les changements de méthylation qui ont été vus sont réellement impliqués dans les différences de comportement? Donc il n'y a pas vraiment beaucoup de réponses encore, mais ça vient. Et donc les études avancent. Et donc en 2010, des chercheurs ont regardé les profils de méthylation dans le cerveau entre les reines et les ouvrières. Et ils ont vu qu'effectivement, il y a plus que 550 régions qui semblent être différentiellement méthylées. C'est très souvent dans des gènes qui sont impliqués dans les voies neuronales, un peu comme les cas de plasticité phénotypique que j'ai mentionné lors du premier cours. On voit souvent qu'effectivement, c'est dans le cerveau où ça se passe, ces comportements différents, etc. Donc en fait, mais en même temps, si on regarde dans le cerveau, c'est là où on va voir des différences. Et ils n'ont pas fait tous les tissus de ces abeilles. En tout cas, voilà, c'était, comme je l'ai dit, dans les corps des gènes qu'ils ont vu ces différences de méthylation, et donc qui corrèlent probablement avec des différences d'expression de ces gènes. Mais ce qui était intéressant, c'est que ça corrélait non seulement avec l'expression des gènes, mais avec les variants d'épissage. Donc le gène pouvait être exprimé dans les deux cas, ouvrière et reine, mais il allait avoir une différence dans la forme épicée, c'est-à-dire les exons qui sont produits, et donc la protéine in fine, entre les reines et les ouvrières. Donc c'était à ce niveau-là que la méthylation semble avoir la différence. Donc on n'a pas encore compris de quoi il s'agit exactement, mais en tout cas on pense qu'effectivement les variants d'épissage sont très importants. Et très souvent, c'était aussi des gènes c'est des récepteurs hormonaux.
et qui sont impliqués justement en réponse à des hormones comme l'hormone juvénile qui, on savait déjà, était impliquée dans le développement des abeilles. Et donc, ça avait sens. On commençait à voir un tout petit peu quel type de gènes montrait ces différences d'expression et des différences de méthylation. Et donc ici, c'est pour illustrer les différences d'épissage. Ici, vous voyez le même gène et vous voyez qu'effectivement, dans un cas, on voit un épissage qui est différente et c'est le cas où il y a la méthylation, où on voit un changement d'utilisation d'exons. Et donc, en fait, ça, c'est très important parce que ça fait que la protéine produite est différente et que même ça peut empêcher finalement la production d'une protéine fonctionnelle si le changement d'épissage est suffisamment tôt. Donc voilà, les conclusions de cette étude étaient que les différences de méthylation ne corrèlent pas avec la répression de gènes, mais plutôt avec des différences d'épissage de certains gènes, et que ça affectait plusieurs gènes, et en particulier les gènes qui étaient impliqués dans les voies de signalisation en réponse à des hormones. Mais la question reste encore ouverte. Quelles sont les bases de la différence de méthylation entre les reines et les ouvrières? Donc, ça, c'est une question quand même très relevante parce que je vous avais dit que quand on perturbe l'enzyme qui est responsable de la méthylation, on peut transformer une ouvrière en reine. Donc là, il s'agit vraiment d'un cas où le changement épigénétique est important. Mais on n'a toujours pas compris où exactement l'importance est. Donc, d'autres études ont été faites avec, maintenant qu'on a les outils pour regarder les modifications des histones. Et donc, les chercheurs, en fait, ils ont regardé les larves à des stades où on sait que les premières différences commencent à apparaître entre les reines et les ouvrières. Donc, après 96 heures, ils ont fait un état épigénomique en regardant différentes marques des histones, comme l'acétylation de la lysine 27 de l'histone H3. Et je vous avais déjà dit que nous savons que dans la gelée royale, il y a des inhibiteurs HDAC qui peuvent retirer cette acétylation. Donc en fait, les chercheurs ont fait une expérience très simple. Ils ont simplement regardé quelle est la différence entre une reine et une ouvrière au niveau de la présence de ces modifications. Et donc, en regardant, là c'est en rouge, c'est les reines et en bleu, c'est les ouvrières, on peut regarder les régions qui sont similaires ou les régions qui sont totalement différentes. Ici, par exemple, vous voyez une région où il y a acétylation que chez la reine et pas du tout chez l'ouvrière. Et ici, cette modification en particulier, on en a parlé lors du dernier cours, est très souvent associée avec soit les promoteurs des gènes, soit les éléments régulateurs des gènes, comme des enhancers, qui peuvent se retrouver très loin. Donc là, les chercheurs ont regardé quelle est la liste des gènes qui est associée avec ces différences de cette marque chromatinienne entre les reines et les ouvrières. Et ils ont trouvé que beaucoup de ces gènes, en fait, codent pour des facteurs de transcription. Donc, ça veut dire que ces gènes sont différentiellement exprimés. Il s'agit des facteurs de transcription. Je vous rappelle que les facteurs de transcription sont les protéines qui peuvent aller s'associer très spécifiquement à des séquences d'ADN dans le génome et déclencher l'expression ou la répression des gènes. Donc, on pense qu'effectivement, dès ce stade assez précoce de 96 heures, il y a déjà des différences dans les éléments régulateurs qui vont permettre l'expression de différents facteurs de transcription. Donc ça veut dire que le réseau transcriptionnel est totalement différent déjà à ce stade-là. Et en plus que cette modification, l'acétylation, qui, comme je l'ai dit, est affectée par la gelée royale, affecte peut-être justement ces régions, et c'est pour ça que les reines ont certaines parties de leur génome moins acétylées ou plus acétylées que les ouvrières. Et même si la méthylation de l'ADN est très intéressante, en fait, il s'avère que cette différence d'acétylation des histones a des parallèles avec les fourmis,
où là, il a été récemment montré que la même machinerie épigénétique, c'est-à-dire l'acétylation de l'H3K27 avec un facteur qui permet cette acétylation, est aussi important pour la différence entre les castes et les comportements chez les fourmis. Donc, c'est peut-être une manière assez conservée de gérer la manière que les comportements différents apparaissent au cours du développement dans ces deux types d'insectes sociaux. Donc voilà, ça c'est pour résumer ce que je viens de dire. Ça reste quand même pas très précis, vous avez bien vu. On sait maintenant où sont les changements, on sait quels sont les gènes affectés, on sait que la chromatine est importante, que ce soit l'acétylation des histones ou la méthylation de l'ADN. Et en plus, dans cette étude, ils ont émis l'hypothèse que les changements qu'ils voient apparaissent d'abord chez les ouvrières. Donc en fait, ça veut dire que par défaut, on va devenir ouvrière, il faut vraiment... Par défaut, on va devenir reine, mais il faut changer et devenir ouvrière. Donc ça, c'est quelque chose qui n'était pas du tout attendu. On pensait qu'effectivement, c'est la reine qui est désignée par le gelé royal, mais en fait, en cherchant les épigénomes entre les reines et les ouvrières, les chercheurs ont réalisé qu'effectivement, il faut déclencher le pathway, le réseau transcriptionnel au cours du développement des ouvrières. Donc, de quoi il s'agit? Pourquoi les ouvrières, finalement, ont un pathway, enfin un chemin d'expression des gènes qui doit être déclenché? Et en fait, ça m'amène à quelque chose d'assez récent où on a réalisé que la nutrition de la reine est très importante, bien sûr, mais la nutrition aussi des ouvrières est importante. Et le pollen, ici vous voyez une jolie abeille, plein de pollen, et en fait la nutrition des ouvrières. En fait, c'est un mélange de pollen et de miel qu'elles mangent. Et donc, en fait, c'est très riche en extrait de plantes, si vous voulez. Alors que la reine, elle n'a pas cette nutrition. Elle n'est pas du tout nourrie avec le pollen. Et donc, elle n'est pas exposée à ces extraits de plantes. Et les chercheurs ont regardé qu'est-ce qui pourrait être dans cette nutrition spécifique des ouvrières. On appelle ça le pain des abeilles, hein, le bee bread. Et ils ont trouvé déjà que cette nutrition, elle retarde le développement légèrement, alors que la gelée royale accélère le développement. Et puis quand ils ont regardé moléculairement qu'est-ce qui est présent dedans, ils ont trouvé qu'effectivement, il y a des micro-ARN, dont je vous avais beaucoup parlé il y a 2 ans, donc ces petits ARN qui peuvent réguler l'expression des gènes de manière post-transcriptionnelle, c'est-à-dire au niveau du messager. Et ces micro-ARN qui viennent des plantes sont impliqués dans ce retard de développement, et c'est ça qui déclenche la voie de l'ouvrière et puis sa stérilité. Donc ça, c'était un des nouveautés dans la recherche sur les processus chez les abeilles. Donc voilà, ça c'est pour résumer ce qui a été montré dans ces papiers. Donc il y a des différences significatives entre le bee bread et le gelé royal dans le contenu de ces micro-ARN. Et ces micro-ARN semblent être importants pour l'expression des gènes, et en particulier, il a été montré qu'un micro-ARN qui s'appelle MIR162A semble semble cibler un gène qui est important pour cette différenciation entre ouvrière et reine via la voie TOR, qui est une voie de signalisation. Donc ça veut dire qu'effectivement, là on parle vraiment d'un écosystème. Les abeilles, les ouvrières sont très affectées ou très sensibles ou le produit de la nutrition qui vient de leur environnement, des plantes qu'elles vont aller chercher, alors que la reine, elle, est le produit de l'acte de production de ce gelé royal qui est très pauvre en extrait de plantes. Donc ça ouvre tout
qui est la sécrétion des glands en fait, des abeilles, des ouvrières. Donc en fait, ça ouvre toute une voie d'exploration de comment l'environnement peut affecter une partie de la ruche, la partie qui ne va pas se produire, alors que l'autre partie n'est pas forcément affectée de la même manière. Donc ça, je trouve très, très intéressant. Mais il n'y a pas que ça. On sait maintenant aussi que le contexte social est très important. Et les chercheurs ont pris des ruches à différents stades où il y a, par exemple, la perte de la reine, où il y a beaucoup de... Donc, les ouvrières qui n'ont pas de reine et qui donc sont dans un contexte de potentielle extinction, enfin autodestruction, ou dans d'autres situations où il y a des jeunes adultes avec une reine, nouvelle reine. Et donc, au cours de l'année, on peut récolter les abeilles dans différents états et regarder quelle est l'expression de leur machinerie épigénétique. Donc, c'était là aussi une surprise parce qu'en fait, on a réalisé que les niveaux, et là, on ne parle pas du développement, hein, là, on parle des adultes, et là, on a réalisé qu'effectivement, les niveaux d'expression des gènes DNMT, et là on ne parle pas que du DNMT3, il y a les deux autres, DNMT1 et 2, fluctuent entre les différents types d'abeilles et puis avec le temps. Et ici, vous voyez les différents scénarios. Et donc, ça veut dire qu'effectivement, il y a des fluctuations qui sont dues à l'environnement. Et là, dans le cas de cette étude, ils ont trouvé qu'en fait, c'est des phéromones qui sont produites probablement par la reine. Et quand elle est en présence de ces phéromones, on peut induire l'expression ou altérer l'expression des DNMT. Donc en fait, la reine va influencer le niveau d'expression des méthyltransférases via les phéromones. Et on pense que ces changements épigénétiques, éventuellement, peuvent influencer le comportement des ouvrières. Donc la conclusion de ces études est qu'effectivement, la méthylation de l'ADN pourrait être utilisée au cours du développement pour distinguer entre la reine et l'ouvrière, mais aussi pourrait être impliquée dans les réponses de comportement qu'on voit au sein de la ruche avec les adultes. Donc peut-être ce n'est pas une surprise, parce que finalement, on sait que les facteurs épigénétiques sont importants à différentes parties de la vie, pas qu'au cours du développement, mais aussi dans le contexte des changements d'expression des gènes avec le vieillissement ou dans le cerveau. Donc en fait, ce n'est peut-être pas une surprise, mais là, on arrive quand même à avoir une idée beaucoup plus précise des changements avec l'espoir qu'on va vraiment définir ce que fait la différence entre une reine et une ouvrière. Ce n'est pas que le côté développemental, ce n'est pas que le côté nutritionnel, c'est aussi les phéromones et le comportement. Et donc voilà, ça c'est pour résumer un peu ce que je viens de vous dire. Donc en fait, au cours du développement, nous savons que les histones désacétylases et l'acétylation des histones et la méthylation de l'ADN semblent être importants. Et qu'on peut produire ces deux voies très différentes grâce à la nutrition qui est différente entre les deux. Et je l'ai mis exprès en tout petit pour ne pas vous fatiguer, mais les chercheurs commencent juste à comprendre quelles sont les voies de signalisation et expression des gènes qui sont affectées. Et donc c'est là où on passe à quelque chose qui ressemble à la biologie des systèmes, où il faut vraiment dire, ben voilà, maintenant qu'on sait qu'avec cet panorama de changement d'acétylation dans une reine, on a ces gènes qui sont exprimés, ces facteurs de transcription qui vont déclencher l'expression et la répression d'autres gènes, les voies de signalisation qui vont déclencher donc une morphologie différente, un comportement différent. Donc maintenant, il faut comprendre tout ça. Mais au moins, on a les débuts, les bases de cette compréhension grâce à ce type d'études moléculaires et quantitatives. Donc ça, c'est pour résumer et aussi rajouter un dernier point qui est important. Donc, cette nutrition, soit gelée royale, soit le pain des abeilles est critique pour leur développement. Développement plus rapide, plus tardif pour les ouvriers, plus rapide pour les reines.
il y a aussi cette différence grâce à des micro-RN des plantes qui sont présentes dans cette nutrition. Il y a aussi les phéromones de la reine qui peuvent influencer le comportement et la fertilité des ouvrières et qui peuvent changer, moduler le niveau d'expression des enzymes épigénétiques. Mais ce que je voulais vous dire pour terminer cette partie, c'est que très souvent maintenant, les personnes je ne sais pas comment on dit ça, les beeworkers, ceux qui élèvent qui gardent les ruches, qui produisent le miel, apiculteurs, voilà, c'est ça, c'est un très joli mot en plus. Les apiculteurs utilisent différentes méthodes, mais une des méthodes qui est utilisée, en tout cas, je pense aux États-Unis surtout, mais je ne sais pas ici en France, c'est de justement produire des reines à partir des larves pour avoir une productivité plus importante, hein, c'est-à-dire prendre des larves des ouvrières et les traiter, donner la gelée royale artificiellement pour déclencher une nouvelle reine, pour produire éventuellement une nouvelle ruche. Et en fait, on commence à réaliser que ce n'est pas du tout comme dans la nature. Quand on regarde maintenant avec ces outils moléculaires dont je vous avais parlé, on peut voir que l'expression des gènes n'est pas pareille au niveau du système immunitaire, au niveau de la différenciation ouvrière-reine, au niveau du développement, au niveau de la longévité. On sait que les niveaux de méthylation sont beaucoup plus élevés dans une reine produite comme ça un peu artificiellement que dans une reine normale, enfin naturelle. Et que certains des gènes qui sont dérégulés sont impliqués dans le métabolisme, le développement, etc. Donc ça veut dire que c'est très important de prendre en compte l'environnement, la nutrition et l'espace, on va dire, dans la ruche, les phéromones, les différentes ruches qui se comportent de leur manière. En fait, donc on produit des reines qui sont sous-optimales. Donc c'est des reines pas aussi bonnes que la vraie reine, mais c'est une pratique qui est de plus en plus utilisée, mais qui contribue sans doute à l'importante croissance croissance de déchets, enfin pas de déchets, non, échecs, c'est ça, échecs. Oh, je suis fatiguée là, excusez-moi. D'échecs dans les ruches. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et maintenant, nous avons les outils moléculaires pour le suivre. Donc je pense que c'est important parce que ça veut dire que pour les apiculteurs, ils peuvent maintenant peut-être utiliser, ou un jour, ils pourraient utiliser des tests qui les permettent de trouver les solutions optimales. Voilà, donc on a parlé des abeilles, maintenant on va passer aux plantes. On va vraiment fait l'écosystème aujourd'hui. Donc je pense que vous devez le savoir tous, mais moi je le savais, alors que je ne travaille pas sur les plantes, que chaque type de plante, chaque variété a sans doute une température idéale pour sa croissance végétative, enfin non sexuelle, mais aussi pour sa reproduction, sa production des graines. Et donc ça, c'est quelque chose pour chaque plante qu'on peut mesurer ou estimer. Et en dehors de cette série de températures, en fait, la plante ne peut pas se reproduire. Par exemple, pour le maïs aux États-Unis, on sait qu'au-delà de 35 degrés, il n'y aura pas de production. Et avec le réchauffement du climat et les changements climatiques que nous voyons, on voit qu'effectivement, c'est un problème, un réel problème d'éventuels échecs. Et c'est quelque chose qui préoccupe beaucoup d'agriculteurs et qui doivent aussi nous préoccuper, nous, parce que c'est ce qu'on mange. Voilà. Et donc, la température est très importante et les scientifiques sont très intéressés par l'impact ou le rôle d'une variation de température dans la manière que les plantes se comportent. Et l'exemple par excellence, c'est la vernalisation.
qui est cette capacité ou cette importance d'une période de froid pour certaines plantes afin de déclencher la floraison au bon moment de l'année, en printemps. Donc il faut une période de froid en hiver pour pouvoir déclencher la floraison en printemps. Et il s'agit des plantes de modèles comme l'arabette des champs, dont je vais vous parler dans un instant, mais de manière plus importante, il s'agit de beaucoup de plantes qui sont importantes pour nous, comme le blé, par exemple, comment on a orge, l'orge, c'est ça. Barley, c'est orge, c'est ça? Oui, c'est ça. Je suis arrivée. Et donc, quand la plante ne passe pas cette période de froid correctement, il n'y a pas de production de graines l'année qui suit. Et je vous avais parlé de Lysenko il y a quelques années. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était en 2013 ou 2014. Donc en fait, l'expérience mentale qu'il a fait, qui a conduit à aggraver une famine en Russie, qui était en Union soviétique, et qui était dramatique. Et donc l'idée qu'on pouvait éventuellement garder cette mémoire du froid sur plusieurs générations, ce qui était faux. On ne peut pas garder cette mémoire. Cette mémoire, elle est mise en place chaque année et effacée chaque année. Donc, je vais vous parler un petit peu de cette vernalisation parce que c'est un des modèles où on a vraiment commencé à comprendre les bases moléculaires de ce processus. Et voilà, donc ça c'est pour rappeler encore une fois que dans la nature, l'environnement et le moment de froid, de chaud ou d'autres phénomènes environnementaux est absolument critique. Et donc, je viens de vous dire ça, qu'effectivement, pour pouvoir la production des graines au bon moment du printemps ou de l'été et pas en automne, il faut avoir une période de froid au bon moment de l'année au cours de l'hiver. Et donc, dans plusieurs systèmes, nous commençons à comprendre quels sont les gènes impliqués. Dans le blé, par exemple, aussi pour le riz. Et donc, les cycles de froid et chaud et les molécules, les facteurs impliqués sont de plus en plus compris. Mais on ne peut pas faire des expériences de manière aussi, facile et élégante que sur les systèmes modèles. Mais on réalise que les systèmes modèles qui sont utilisés chez les plantes sont extrêmement puissants parce qu'on peut assez facilement extrapoler à ces plantes qui sont intéressantes de point de vue agronomique. Donc, il faut intégrer plusieurs choses. Il ne s'agit pas juste de la température du foie, il s'agit aussi de la longueur de la journée, de la température ambiante, des hormones aussi. Les plantes produisent des hormones. Donc, une plante doit intégrer tous ces facteurs et le moment de froid, la période de froid, les saisons, pour déclencher au bon moment la floraison. Et nous savons que dans certaines plantes, et en particulier le modèle d'arabette des champs, Arabidopsis, il s'agit d'un répresseur, un gène clé avec des modifications épigénétiques qui sont mises en place pour mémoriser cette période de froid. Alors, je vous simplifie. Il y a plusieurs systèmes en fait qui peuvent contrôler la manière que la floraison va se passer, mais je vais vous parler de manière simple, au moins pour soulever les points que je pense sont importants pour voir comment l'environnement peut être intégré dans ce processus de vernalisation. Et donc, le locus en particulier qui est absolument clé est FLC, Flowering Locus C, qui est un facteur, qui est un répresseur très puissant de la floraison. Et donc, quand on réprime ce gène, on rend les plantes compétentes pour la floraison en printemps. Donc la personne... Ah non, là j'ai mis beaucoup de diapos, je ne sais pas pourquoi. Je vous mets les exemples, comme ça vous voyez qu'effectivement, après une période de vernalisation, une plante peut déclencher la floraison
alors que l'année d'avant, s'il n'y a pas eu de vanillisation, on n'a pas de floraison. Et donc, quand il y a l'expression de ce gène FLC, la floraison est réprimée, mais quand il y a une période de froid, ce gène est réprimé. Et il ne s'agit pas simplement de le réprimer, il s'agit de le réprimer stablement pendant plusieurs mois pour qu'en printemps, il puisse permettre la floraison ensuite. Donc, ce gène est un régulateur de la transcription. Donc, cette protéine, elle va réguler tout un tas de gènes différents. On ne va pas parler de ces gènes que FLC régule, on va parler du contrôle de FLC épigénétique. Et la personne qui est une des chercheuses les plus fortes dans le domaine actuellement, c'est Caroline Dean, une chercheuse britannique qui a travaillé sur la vénalisation depuis maintenant des décennies. Donc, elle avait montré qu'effectivement, quand on regarde après plusieurs semaines de froid l'expression de ce gène dans les plantes, on voit qu'au début, le gène il est très exprimé. Et donc ça, c'est un northern. Là, on détecte l'ARN messager de ce gène. Il est bien exprimé. Mais après plusieurs semaines, on voit que son expression décroît et reste absent pendant plusieurs semaines ou des mois. Donc, comment ça se passe ? Et là, c'est vraiment grâce à la génétique et des cribles génétiques qu'on peut faire dans un système modèle comme Arabidopsis. Et ça, c'est pour vous dire que c'est très important de pouvoir utiliser ces systèmes modèles, qu'il s'agit d'une plante Arabidopsis ou qu'il s'agit d'une souris. On ne peut pas tout faire chez l'humain ni chez le blé, etc. Donc, je vous fais une petite pub pour les systèmes modèles quand même. Et donc, en fait, quand on regarde chez Arabidopsis, qui est un petit génome, donc ça facilite aussi la lecture de ce qui se passe. Et quand on fait des cribles génétiques, parce que c'est une petite plante qu'on peut faire pousser dans un laboratoire, enfin dans un laboratoire ou dans un incubateur, enfin un système de, comment on appelle, une chambre de croissance relativement petite, on peut vraiment faire des cribles et voir quels sont les facteurs qui ont un impact sur cette temps de floraison. Donc je ne vais pas vous faire toutes les cribles qui ont été faites et comment les chercheurs comme Caroline Dean et d'autres ont trouvé les mécanismes, mais ils sont tombés sur les mécanismes épigénétiques classiques que vous avez déjà entendus, c'est Polycomb Repressive Complex. Ce sont des complexes de protéines qui sont impliqués dans la mémorisation d'un état réprimé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avant le foie, quand le gène FLC que vous voyez ici avec son état chromatinien est présent, avant le foie, FLC est exprimé, il est associé avec des marques épigénétiques actives comme l'acétylation des histones, mais il est déjà associé avec PRC2, donc un des deux complexes de Polycomb. Mais clairement, cette présence n'empêche pas l'expression de FLC à ce stade-là. Donc, il y a un petit peu de PRC2 qui est présent, comme si, effectivement, le gène a évolué et sa chromatine est capable d'être prête à être éteint, mais pas éteint dans ce cas. Donc voilà, on voit avant le froid, mais ensuite, à la fin de la période de froid, ce qu'on remarque, c'est que le gène FLC est éteint et que là, on voit qu'il y a des facteurs qui viennent s'associer avec la partie 5' de ce gène FLC. FLC donc est éteint et il y a des nouvelles cofacteurs de Polycomb qui sont recrutés et on commence à voir la modification H3K27 triméthyle qui est mise en place par PRC2 à accumuler. Ça commence à accumuler et avec le temps, même après le froid, après plusieurs semaines, on voit que cet état méthylé se propage sur tout le long du gène. Donc on pense qu'il y a une période d'initiation de cette répression qui est gérée par des facteurs comme VIN3 et via des ARN non codants. Je vais revenir sur ça et je vais revenir sur ce point dans un instant. Et ensuite,
Polycom, des cofacteurs et d'autres facteurs répressifs viennent verrouiller cet état de manière beaucoup plus stable. Et donc, Caroline Dean a travaillé avec un physicien qui a essayé de modéliser ce processus pour voir exactement comment ça se passe. Est-ce qu'en fait, dans toutes les cellules, on fait la même chose en état? Vous vous rappelez pas la semaine dernière, il y a 2 semaines, on a parlé de la stochasticité d'expression, il y a aussi la stochasticité de répression. Et en fait, en modélisant ce processus, ce qu'ils ont trouvé, c'est que, bon, déjà, il y a au niveau du locus, au moment de l'initiation, il y a un ARN non codant qui est produit, qui semble être déclenché cette initiation de recrutement de polycom et d'extinction transcriptionnelle. Donc ces ARN non codants semblent être impliqués dans cette initiation de cet état, mais pas dans le maintien à long terme. Et quand ils regardent au niveau des cellules, et là c'est des cellules dans des plantes qui sont dessinées, le nombre de cellules qui expriment FLC. Avant le froid, on voit que toutes les cellules expriment FLC, et puis on voit que progressivement, il y a de moins en moins de cellules qui l'expriment. Donc en fait, ce n'est pas un processus on-off, c'est progressif, et avec ces modèles, ce physicien qui a fait la modélisation, ils ont pu montrer qu'effectivement, il faut progressivement, il faut le temps pour accumuler cet état de la majorité des cellules étant éteint. Et plus on a le temps, et plus on accumule les cellules où les polycomes a été accumulé au niveau du gène, et là on voit le niveau de H3K27 triméthyle qui s'accumule, plus on voit que FLC éteint et l'efficacité de floraison est importante. Donc voilà, c'est un processus qui est nucléé sans doute via les ARN non codants. Certaines cellules commencent à éteindre FLC de manière stable grâce à H3K27 qui se propage sur le locus. Donc de plus en plus de cellules montrent cet verrouillage, et donc ça c'est ensuite ça donne la possibilité de déclenchement de floraison quand les journées deviennent plus longues et la température augmente. Donc ici c'est juste une manière plus complexe pour vous montrer les processus et les facteurs impliqués. Pour les étudiants dans l'audience, vous pouvez regarder ça tout en détail. Maintenant, on sait que le complexe trithorax, qui est important pour le maintien de l'état actif, est présent avant la période de froid au niveau de FLC, donc qui facilite l'expression. Et ici, vous voyez les facteurs polycom qui sont associés avec les ARN non codants. Mais donc, une fois qu'on a cet état réprimé des FLC et donc florisant, qu'est-ce qui se passe à la génération d'avant? C'est là où Lysenko avait tout faux. En fait, on reprogramme à chaque génération cet état réprimé d'FLC pour que les graines en fait, peuvent recommencer l'expression d'FLC, et donc la plante qui est issue doit passer par une période de froid pour pouvoir elle-même produire des fleurs. Et donc, Caroline Dean a fait une expérience très, très élégante que je vous avais racontée à l'époque, donc c'était publié en 2014, où elle a encore une fois cherché des mutants qui pouvaient empêcher cette reprogrammation. En fait, elle a fait la manip de Lysenko. Et elle a trouvé un mutant qui effectivement ne reprogramme pas FLC et donc qui permet la floraison, la génération qui suit. Alors, quel était ce mutant? Il s'agissait d'une déméthylase d'H3K27 triméthyle, donc une protéine qui s'appelle ELF6 et qui semble être importante pour éliminer les marques polycom dont je vous avais parlé au niveau de ce locus, et ça c'est au cours du développement, on imagine, afin de reprogrammer, permettre l'expression des FLC et de ne pas garder la mémoire de cet effet du froid. C'est partiel, ce n'est pas totalement éliminé cet effet. Vous voyez que le mutant montre des niveaux d'FLC qui sont à moitié, qui sont réduits, mais qui ne sont pas totalement zéro. Et donc, les chercheurs savaient sans doute qu'il y a d'autres mécanismes peut-être qui facilitent cette reprogrammation de FLC.
Et tout récemment, il a été montré qu'effectivement, en plus de ELF6, il y a un facteur de transcription, LEC1, qui, lui, on appelle ça un facteur pionnier. C'est un facteur de transcription qui peut peut-être aller cibler directement la région promotrice de FLC pour réactiver le gène, même si c'est un état relativement fermé et hétérochromatique. Donc il n'y a pas beaucoup de facteurs de transcription pionniers comme ça. Bon, ici, c'est pour vous montrer que l'EC1 est effectivement important pour FLC, mais ici, je voulais vous montrer, voilà, la chromatine qui est réprimée, on peut dire que c'est FLC, après que Polycom a été mis en place. Pour défaire ça, il faut sans doute l'aide de cette déméthylase, mais ça ne suffit pas. Il faut ce facteur de transcription pionnier qui va aller se lier à l'ADN, même si cet ADN est dans le contexte de l'hétérochromatine. Et ce facteur de transcription, il est présent très tôt au cours du développement de cette plante. Et ils ont montré, ces chercheurs ont montré que ce facteur, quand il se lie à la chromatine, ouvre la chromatine et permet donc un état prêt à être exprimé de FLC. Donc on pense que l'EC1 seul n'est pas capable de déclencher l'expression de FLC, mais est capable de se lier, ouvrir la chromatine et faire entrer peut-être d'autres facteurs de remodelage, peut-être avec l'aide justement de cette déméthylase, pour pouvoir exprimer FLC par la suite. Et qu'ensuite, FLC exprimé, et normalement la plante ne peut pas fleurir, sauf si elle passe cette période de froid. J'espère que j'ai été claire. Donc c'est très élégant, moi je trouve en tout cas. Et maintenant, bien sûr, les chercheurs peuvent aller regarder beaucoup plus précisément quels sont les changements moléculaires qui ont lieu au moment de ce déclenchement. Alors bien sûr, la grande question, je suis sûre que vous allez venir me la poser après, c'est mais comment la température elle influence tout ça? On ne sait pas vraiment en fait. On sait qu'il y a des facteurs qui sont impliqués, qui sont sensibles à la température et que sans doute c'est effectivement les facteurs qui vont influencer FLC et qui peuvent donc peut-être changer de conformation en fonction de la température. Mais ça, c'est toute la voie qui est beaucoup moins étudiée, moi je trouve, mais peut-être les gens cherchent maintenant qu'on peut vraiment regarder de manière plus facile la structure des protéines et comment elles peuvent varier avec la température. Donc voilà, ça c'était des cas de programmation environnementale de la vernalisation. Et là, en fait, les chercheurs essaient de voir, pendant les périodes de froid, est-ce qu'il faut juste avoir une période de froid en moyen ou est-ce que c'est important d'avoir des pics de chaud parfois? Bon, bien sûr, c'est très relevant maintenant parce que vous savez tous que maintenant, en hiver, on peut se retrouver en t-shirt parfois, alors qu'on pense que c'était rarement le cas avant. Donc, les gens commencent à vraiment se poser la question, quel est l'impact de la température qui peut augmenter même en hiver, et est-ce que ça a un impact sur la vernalisation? Et effectivement, là aussi, c'est Caroline Dean qui a récemment publié un papier où elle a montré que, en fait, il faut l'absence de chaleur pour permettre cette mémoire épigénétique à se propager. S'il y a des pics de température et pas juste une longue période de froid, en fait, on peut perdre la vernalisation. Et il y a d'autres chercheurs belges qui ont regardé de manière plus précise qu'est-ce qui se passe si, et ça c'est dans la nature, et là, si on force la température, on augmente la température pendant la période de vernalisation, et ils ont montré qu'effectivement, ça dévernalise. Donc, un pic de chaleur peut faire perdre la mémorisation et réactiver FLC. Et qu'on voit que dans ces cas, les marques H3K27 sont perdues. Donc pourquoi la température qui augmente fait perdre Polycom et les marques? Ça, c'est maintenant la prochaine question. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il faut avoir une période, on va dire,
global de froid ou constant de froid pour permettre la floraison, enfin la vanillisation correcte et la floraison. Et donc dans ce papier, ils terminent leur dernière phrase, c'est l'effet de la chaleur qui efface la vernalisation sur des plantes hivernales fait penser effectivement à des extrêmes variations dans le temps que nous avons actuellement. Et donc, c'est quelque chose qu'il va falloir prendre en compte de manière assez importante pour les autres plantes comme le blé, l'orge, etc., dont je vous avais parlé. Mais est-ce qu'il y a des stratégies alternatives? Et là, je ne pouvais pas résister à la possibilité de vous raconter une petite histoire, mais qui n'est pas publiée encore, du laboratoire de Vincent Collot, où eux, ils regardent en fait l'impact des éléments transposables dans différentes espèces d'Arabidopsis. Et en fait, ils ont réalisé, donc là c'est la situation classique de Arabidopsis avec FLC, qui diminue en expression pendant la période de froid et qui reste bas. Et en fait, en cherchant différentes sources d'Arabidopsis, ils ont trouvé une variété dans le Périgord, je pense, où le gène FLC contient un transposant dans un intrant. Dans un intrant de FLC, il y a un transposant, un élément transposable qui s'est inséré. Et dans cette variété, il a été remarqué que cette plante, en fait, elle peut se vernaliser comme il faut, mais elle peut aussi bypasser la vernalisation quand il y a un pic de chaleur. Et ça, c'est parce que cet élément transposable, en fait, d'habitude, il est éteint et n'empêche pas l'expression des FLC, mais avec un choc thermique, cet élément transposable, en fait, il perd les marques répressives et interfère avec l'expression des FLC. Donc, du coup, il n'y a plus d'FLC, mais pas pour les mêmes raisons que dans les cas classiques de vernalisation. C'est parce que cet élément transposable interfère avec l'expression de FLC. Donc, ça veut dire que dans cette variété d'Arabidopsis, qui a sans doute évolué, peut-être pour cette raison, les pics de chaleur ne posent pas un problème parce qu'elle arrive à les utiliser justement pour se vernaliser. Donc, même quand ça ne va pas en hiver, et le système classique de vernalisation ne marche plus, cette plante, apparemment, elle est capable de gérer ça autrement. Donc voilà, en résumé, ce que je viens de vous dire, c'est qu'effectivement, c'est près du Périgord, cette plante a été récoltée avec un élément naturel qui se trouve dans le gène et qui a tendance à être activé transcriptionnellement quand il y a un choc thermique ou quand il y a un pic de chaleur. Et donc, ça permet l'extinction, la perturbation de l'expression des FLC, et donc ça a un impact sur la floraison indépendamment de la vernalisation classique. Donc, alors, est-ce que ça donne un espoir ou pas? Je ne sais pas, mais ça veut dire que dans la nature, on a quand même des possibilités diverses, peut-être pour confronter les changements climatiques. Et voilà, ça c'est Leandro Quadrana, dans le labo de Vincent Collot, qui a fait cette étude, et il va venir nous parler de ça au colloque en 2019, et j'espère que leur papier sera même publié à ce moment-là. Et donc, juste pour terminer sur cet aspect des plantes, est-ce que finalement l'environnement peut déclencher une mémoire? Donc, je ne l'ai pas dit et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais les agronomes et les agriculteurs savent que chez les plantes, on peut faire ce qu'on appelle du priming. Alors, je ne sais pas comment on dit ça en français. Primer, on peut déclencher. En fait, si une plante est exposée à un stress, que ce soit un pathogène, le froid, le chaud ou des herbivores, on peut voir que dans sa vie, donc ça c'est la même plante, quand on réexpose, on n'a pas le même effet que si la plante n'a pas du tout été exposée. Donc une première exposition peut donner un phénotype différent.
par rapport à une plante qui n'a jamais été, peut donner un phénotype différent lors de la deuxième exposition, alors qu'une plante qui n'a jamais été exposée ne donne pas le même phénotype. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez connu chez les plantes. Donc il y a des mémoires, on va dire, somatiques ici. Mais la grande question aussi, c'est bien sûr, est-ce qu'il y a des mémoires transgénérationnelles? C'est-à-dire, est-ce que l'exposition d'une plante à, par exemple, une sécheresse va permettre à sa progéniture de mieux supporter une nouvelle saison de sécheresse à la suite, donc à sa progéniture et à plusieurs générations. Donc bien sûr, là, on commence à frôler l'évolution et même un petit peu la marque. Mais c'est des questions qui sont très importantes, bien sûr, pour l'agriculture aussi. Et les chercheurs ont essayé d'adresser cette question, de regarder à quel point, par exemple, la résistance au niveau de sel, qui peut être un des facteurs environnementaux qu'on voit dans la nature, au niveau élevé de sel, quel est l'impact sur une plante et sa progénie sur plusieurs générations. Ils ont regardé la première génération, P1, ou la deuxième génération. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est regarder des plantes, Arabidopsis encore, qui ont été exposées à un niveau de sel élevé, et ils ont regardé différents niveaux de sel, et ensuite ils ont regardé si à chaque génération on avait une survie plus important ou moins important quand on réexposait à un niveau de sel très élevé. Donc ils ont commencé avec des niveaux de sel qui n'étaient pas si élevés que ça, et ensuite ils ont augmenté, j'imagine parce qu'ils ne voyaient pas un effet quand ils revenaient sur ces mêmes niveaux. En tout cas, ici vous voyez, ça c'est le contrôle, ça c'est les plantes qui étaient exposées à 25 millimolars de sel ou à 75 millimolars de sel. Et donc il y a un impact sur la croissance, la survie avec cette exposition, mais ensuite, est-ce que les plantes qui survivent peuvent mieux supporter le sel élevé? Et donc là, c'est en prenant différentes plantes, 1, 2, 3, 4, 5, à la première génération ou à la deuxième génération, donc première génération ou deuxième génération. Ce qui a été vu, c'est qu'effectivement, la première génération a un taux de survie plus important quand elle a été exposée au départ à P0. Quand elle a été exposée au P0, elle survit mieux à cette exposition de sel que le contrôle. Par contre, quand on va à la deuxième génération, là, on a totalement perdu l'effet. Donc pendant une génération, il y a un effet, mais pas cet effet est perdu lors de la deuxième génération. Donc ça, c'est assez typique de ces effets intergénérationnels qu'on voit, où effectivement, on peut avoir un impact juste pour la première génération où le signal est encore présent, donc les cellules de la plante qui vont donner lieu aux graines ont été exposées, mais la deuxième génération, où là, les cellules n'ont pas été exposées, ne garde plus cette mémoire. Donc il y a une mémoire pendant une génération, mais pas pour une deuxième génération. Donc, on va revenir sur ça la semaine prochaine quand on va parler de l'importance ou pas de l'épigénétique au cours de l'évolution. Mais je ne pouvais pas résister de vous parler, de vous montrer cette image, cette peinture qui a été faite par Frida Kahlo, en fait, d'un grand botaniste, peut-être pas un très grand scientifique. Il a été très critiqué par les scientifiques à l'époque, même s'il était au Carnegie Institute, mais Luther Burbank, c'était un grand botaniste et horticulturiste, je ne sais pas si on dit ça en français, horticulteur, voilà. Très, très puissant, qui a produit énormément de variétés de plantes différentes. C'était le roi des croisements, des intercroisements, en fait. Il prenait différentes variétés, il les croisait pour produire quelque chose de plus fort, plus beau, tout ce qu'on voulait. C'est lui qui a produit les pommes de terre, les Russet Burbank, ça je l'ai appris, hein, on apprend plein de choses quand on ne peut pas les cours. Et c'est lui qui a produit la pomme de terre qui en fait résiste à l'infection qui a détruit les pommes de terre
au début du XXe siècle, par exemple en Irlande, mais cette pomme de terre, elle est plus résistante et elle est très souvent utilisée, en tout cas aux États-Unis, pour la nourriture à grande échelle. Par exemple, les frites chez McDo viennent de la pomme de terre de Burbank. Voilà. Alors, mais pourquoi je vous parle de Burbank? Parce que lui pensait qu'effectivement, l'exposition à l'environnement d'une plante était très importante pour les générations qui suivaient. Il était très critiqué, non seulement pour ces idées-là qui touchaient éventuellement à la marque, qui était, donc ça c'était à la fin du 19e, début du 20e siècle, et donc les scientifiques étaient très très opposés à cette possibilité, mais aussi parce qu'apparemment, lui, il croisait ce qu'il voulait, et puis si c'était beau, il les gardait, il les vendait, les gens étaient ravis de ça, mais il ne gardait pas de notes, donc il ne faisait pas de la vraie recherche. Mais en tout cas, Frida Kahlo était très inspirée par ce qu'il représentait. Et donc là, voilà, heredity is only the sum of all past environment. Donc vous pouvez imaginer à quel point ça énervait les généticiens, les darwiniens, etc. Mais bon, en tout cas, elle a même fait une peinture. Donc, mais la question, maintenant, on revient à cette question, à quel point les plantes peuvent transmettre le bagage de l'environnement. Et je vous avais montré qu'effectivement, peut-être il y a la possibilité de le transmettre pendant une génération dans certains cas. Mais on ne sait pas et on pense qu'il y a peu de cas où on peut vraiment transmettre de manière stable un changement épigénétique qui a été déclenché par l'environnement. Mais nous avons beaucoup de cas d'épiallèles, de mutations qui sont juste au niveau de l'état épigénétique, donc la méthylation de l'ADN ou la chromatine, et qui sont stablement propagées. On ne sait pas comment ils ont été déclenchés. On ne sait pas comment cette méthylation est apparue au départ. Est-ce que c'était l'environnement ou est-ce que c'était juste stochastique? Mais en tout cas, il y a plusieurs cas chez les plantes. C'est quelque chose qui est assez commun. Et pourquoi? On pense qu'effectivement, la lignée germinale chez les plantes, elle est issue des cellules somatiques et donc qui est bien sûr exposée à l'environnement. Mais il y a quand même une reprogrammation qui a lieu au cours du développement. Donc, au cours de la gamétogenèse, il n'y a pas de reprogrammation, mais une fois dans l'embryon, il y a de la reprogrammation. Mais l'idée, c'est que peut-être il y a certaines marques épigénétiques qui peuvent être gardées à très long terme. Donc, il y a beaucoup d'études sur ce sujet. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a différents types de méthylation chez les plantes. Il y a de la méthylation CPG comme chez les mammifères et d'autres organismes, mais il y a aussi de la méthylation non CPG. Et il y a des différences dans la capacité de reprogrammation de ces différents types. Et c'est les éléments transposables qui sont la plupart du temps associés avec cette méthylation CPG. Et c'est très souvent des éléments transposables qui sont les cibles de ces effets épigénétiques transgénérationnels. On a beaucoup parlé de tout ça en 2017, quand j'avais fait mes cours sur les éléments transposables. Donc les éléments transposables, avec l'âge en tout cas, attirent la machinerie épigénétique pour verrouiller ces éléments qui peuvent être dangereux. Et donc du coup, chez les plantes, quand on a soit des éléments encore intacts ou même des traces de ces éléments, on peut retrouver de la méthylation de l'ADN qui peut être stablement propagée. Mais il y a des cas où ce n'est pas stablement propagé et des cas où c'est stablement propagé. Et ça, c'est plusieurs laboratoires qui sont très intéressés par ces différences. Donc, tout ça pour vous dire que chez les plantes, on peut avoir des changements épigénétiques qui sont transgénérationnels, parfois environnementaux, comme le cas que je viens de vous montrer, mais on pense que c'est très rare, plutôt spontanés, mais en tout cas qui peuvent être gardés de manière stable. Et je vous montre le cas de pyloric, qui est cette forme assez stable d'un épiallèle, où ici vous voyez la fleur sauvage, et ici vous voyez la fleur mutante, et là c'est vraiment juste une épimutation, c'est la méthylation de l'ADN d'un gène L-Sic qui fait que cette plante, de manière stable au cours des générations, a cette forme pyloric qui veut dire monstre en fait. Donc voilà, chez les plantes, c'est quelque chose qui est tout à fait possible.
est-ce que chez les mammifères et dans d'autres espèces, c'est quelque chose qui peut arriver? Et donc c'est là où je commence à vous parler. On en a déjà parlé des mammifères lors de plusieurs de mes cours, mais je voulais revenir sur ce point avec des nouveautés, et en particulier par rapport à cette influence de l'environnement éventuellement. Mais avant de parler de l'environnement, je voulais quand même vous décrire la dynamique au cours de la vie des marques épigénétiques. Donc chez les mammifères, on pense que la plupart des marques épigénétiques sont effacées à chaque génération, et il y a plusieurs moments où cet effacement a lieu. Tout d'abord, au cours de l'embryogenèse, à partir du zygote, au moment de l'œuf fécondé, on sait qu'il y a une reprogrammation massive des marques épigénétiques qui a lieu. C'est important parce que l'œuf et le sperme sont deux types cellulaires hautement différenciés, avec des marques et des programmes génétiques très spécifiques. Donc il faut effacer ces programmes pour permettre à un œuf fécondé totipotent qui peut tout faire, qui va produire tout type cellulaire, y compris la lignée germinale. Donc là, c'est la première phase on appelle ça tabula rasa, où on efface tout, ou presque tout, pas tout à fait tout, mais presque tout, pour mettre en place donc l'état totipotent. Et là, l'expression des gènes et la différenciation va apparaître progressivement au cours du développement. Et il y a une deuxième phase d'effacement des marques éventuelles épigénétiques qui peuvent arriver dans les cellules somatiques, c'est dans la lignée germinale. Et dans la lignée germinale, on sait que les progéniteurs de cette lignée germinale passent par une phase prolongée d'effacement des marques épigénétiques et remettent en place des marques épigénétiques très précises pour faire les gamètes, justement, mais aussi pour distinguer le génome paternel ou le génome maternel. Il y a quelques gènes qui, eux, sont épigénétiquement marqués spécifiquement pour être que exprimés à partir du génome paternel ou le génome maternel. Il s'agit des gènes soumis à l'empreinte. Mais tout le reste, on pensait, est effacé. Les marques épigénétiques sont éliminées avec ces deux vagues de reprogrammation. Et c'est pour ça qu'on pensait qu'effectivement, il y avait très peu de chances d'avoir des effets transgénérationnels comme celles qu'on voit chez les plantes. Et ici, je vous montre le niveau de méthylation à ces différents stades. Donc en fait, cette diapo, elle est déjà pas à jour, mais en tout cas, la notion est là. Il y a une méthylation globale qui a lieu pendant les premiers stades du développement, à partir de l'œuf fécondé. On sait qu'il y a des différences entre espèces, entre l'homme, la souris, le mouton, dans la dynamique de cette déméthylation du génome paternel et maternel, en tout cas une déméthylation globale. Ensuite, une reméthylation de certaines parties du génome parce que justement on a la différenciation et la mise en place des programmes génétiques qu'il faut verrouiller. Et ensuite, dans la lignée germinale, on efface tout encore et on remet en place les marques spécifiques paternelles ou maternelles. Mais il y a certains éléments, il a été découvert maintenant, il y a quelques années, on en a déjà parlé, et c'est les éléments transposables en particulier, mais aussi certains éléments qui ne semblent pas être des éléments transposables, qui échappent à cet effacement des marques épigénétiques dans la lignée germinale. Et ça, c'est quelque chose qui a été... on savait qu'il y avait certains cas d'éléments transposables qui semblaient échapper à cet effacement parce qu'il y avait le cas le plus fameux, le plus connu d'éléments transgénérationnels, de phénotypes transgénérationnels qui est agouti. Donc, je vous avais montré ces souris tellement de fois, mais en tout cas avec cet allèle agouti, c'est un gène qui a un impact sur le pelage, la couleur du pelage, mais aussi sur l'obésité. Et donc, avec l'expression d'agouti, on a une forme de pelage de couleurs différentes. Donc, et en fait, l'expression de agouti est perturbée par un élément transposable qui est inséré dans cette souche de souris agouti variable yellow, qui en fait est variable yellow, qui en fait cette méthylation peut être présente ou pas au niveau de l'élément transposable. Et quand il n'y a pas de méthylation de cet élément transposable,
on a une expression aberrante, enfin une expression de l'élément qui traverse agouti et donc qui donne cette poêlage très très clair. Mais quand l'élément est éteint et méthylé, en fait, agouti peut être exprimé correctement. Et donc, on a un pelage plus sombre. Et donc, les chercheurs savent depuis longtemps, Emma Whitelaw et d'autres, qu'on peut propager cet allèle stablement à travers les générations. Et on a toujours une variation dans le degré de l'expression d'agouti. À partir de chaque portée, une mère agouti va donner lieu à différentes progénitures qui ont plus ou moins ce pelage agouti. Donc on savait qu'il y avait une métastabilité, sans doute, de l'expression d'agouti due à probablement la méthylation de ces transposants. Mais c'était un cas, quelques cas, on ne connaissait pas plus. Et maintenant que nous arrivons à lire les épigénomes au cours du développement et au cours de la lignée germinale, il a été montré qu'effectivement, dans la souris, il y a presque 5000 locus, donc régions d'ADN, pas forcément des gènes, qui échappent à la déméthylation et qui gardent un taux important de méthylation dans la lignée germinale. Donc la plupart de ces éléments, ça c'est les études d'Azim Sourani et de Wolf Reich et d'autres, la plupart de ces éléments, c'est des éléments transposables récents. Sans doute, et ça c'est des IAP, des rétrovirus assez récents qui sont encore, on va dire, dangereux et donc qui doivent être verrouillés peut-être. Et c'est pour ça qu'ils échappent à cette phase de déméthylation parce que si on les déméthyle, on a une chance d'exprimer ces éléments transposables et cette expression de ces éléments, ces rétroéléments pourrait créer des gros problèmes dans le génome. Ça, c'est l'hypothèse. Donc en fait, l'idée, c'est que peut-être qu'il faut avoir cette répression constante. Mais cette répression peut affecter des séquences autour. Et puis, il y a 200 régions du génome qui semblent être pas répétées, qui montrent aussi cet échappement à cette reprogrammation. Et donc, le laboratoire de Sourani, plus récemment, a regardé dans la lignée germinale humaine, et là, c'est encore plus important. Il y a plus que 100 000, plus qu'un million, ouais, de locus qui échappent à cette reprogrammation, plus qu'un million. Et il y a 7000 de ces îlots CPG qui ne semblent pas perdre la méthylation, ne sont même pas dans les éléments répétés. C'est des régions qui sont dans c'est des gènes ou à côté des gènes. Et très souvent, ces gènes semblent être impliqués dans le métabolisme ou dans les fonctions neurologiques. Donc là où on pensait qu'il n'y avait pas la possibilité d'avoir des effets, on va dire, transgénérationnels, on voit qu'effectivement, il existe des épiallèles qui peuvent être peut-être stables. On ne sait pas comment ils ont été déclenchés, hein. On sait simplement qu'ils sont là. Et ces gènes sont impliqués dans les maladies importantes comme la schizophrénie, la sclérose en plaques ou l'obésité. Donc ça, on réouvre cette voie de recherche très activement pour savoir quelle est l'importance réelle de cet état méthylé dans certains individus de ces gènes et à quel point c'est stable, à quel point ça peut être influencé par l'environnement, la nutrition, etc. Mais donc, une étude qui vient de sortir du laboratoire de Anne Ferguson-Smith, c'est très intéressant pour ceux qui sont intéressés par ces études. En fait, elle a regardé, elle a choisi dans le génome de la souris justement les éléments IAP comme celui qui s'associe avec agouti. Donc elle est allée regarder dans une des souches de souris avec lesquelles nous travaillons, les Black 6, où sont ces éléments et est-ce qu'ils ont des propriétés épigénétiques comme agouti. Est-ce que, c'est-à-dire, ils sont méthylés, ils échappent à la méthylation, à la déméthylation dans la lignée germinale, et est-ce qu'ils montrent une variation, une variabilité à chaque génération, c'est-à-dire les individus issus d'une mère ont différents degrés de méthylation de ces éléments. Et puis la surprise, c'était qu'il y en a plusieurs qu'elle a trouvés qui semblent avoir ce type de profil, comme agouti. Elle ne les a pas forcément associés avec l'expression des gènes, elle n'a pas vu une association avec l'expression des gènes, enfin pas encore. Mais la surprise, c'est qu'en fait, ces éléments qui étaient méthylés
transmis, en fait, ils étaient quand même reprogrammés après fécondation. Et donc, ça veut dire que cette méthylation, elle n'est pas constante. Là où on pensait que c'était vraiment le marque épigénétique qui pouvait être porté tout au long du développement dans la lignée germinale, etc., elle a montré qu'à chaque génération, cette méthylation, elle est effacée et remise en place. Donc, on appelle ça de la reconstruction. Ces états épigénétiques sont remis en place à chaque génération. Donc ça, c'était un peu une surprise. C'est quelque part peut-être une déception, parce que c'était facile avec la méthylation d'ADN d'imaginer comment ça pouvait marcher. Mais finalement, ça montre à quel point ce n'est pas si simple et qu'effectivement, il y a quelque chose, une autre manière, une machinerie qui doit attirer la méthylation à ces éléments. Alors pourquoi ces éléments en particulier et pas d'autres? Ça, c'est la question maintenant qu'elle pose. Donc pour arriver là à l'impact de l'environnement, je vais surtout parler de la nutrition maintenant. À quel point la nutrition ou le changement de nutrition peut avoir un impact sur ces épiallèles. Donc ce sont des épimutations qui existent, qui sont déjà là. Ce n'est pas le déclenchement d'épiallèles. Hein. Et donc là, les seules études qui ont été faites de manière systématique pour le moment étaient avec agouti, justement, où les chercheurs ont pris les croisements agoutis et ils ont donné un supplément comment on appelle ça, du donateur de méthylation, de SAM, donc qui est important justement pour la réaction chimique, j'aurais dû le mettre ici, la réaction chimique qui permet la méthylation de l'ADN. Donc ils ont donné des suppléments, bien sûr on peut aussi se donner nous-mêmes ces suppléments, hein. C'est des composés qu'on trouve dans la nourriture, dans les comprimés et dans la nourriture. Donc en tout cas, en donnant des suppléments, ils ont montré qu'effectivement, une mère qui a été nourrie avec un niveau plus important de ce SAM donne lieu à des progénitures qui sont une couleur différente, une variété de couleurs différente d'une mère qui n'a pas été nourrie de ce supplément. Donc ça montre qu'effectivement la nutrition a un impact sur des apiallèles. Mais la question c'est est-ce que c'est un impact qui est stable, c'est-à-dire une fois qu'on a gagné un peu plus de méthylation, est-ce qu'on le garde? La réponse c'est non. C'est-à-dire comme chez les plantes où l'exposition au sel pendant une génération, on voyait un effet à la génération qui suivait, mais ensuite cet effet était perdu. Et justement, il a été montré qu'effectivement, cette induction d'hyperméthylation agoutie, en fait, n'est pas héritée plus loin après, c'est-à-dire la deuxième génération. Donc ça montre qu'effectivement, ces effets peuvent être présents, mais ne sont pas stables à travers des générations. Et donc ça m'amène à l'importance de bien faire les expériences, les manips, pour aborder ce type de questions. À quel point l'environnement peut induire ou influencer un APLL chez les mammifères. Donc, vous avez vu cette diapo de plusieurs. Enfin, nous, les épigénéticiens, on la montre encore. Là, c'est une très belle revue qui vient de sortir, si ça vous intéresse, sur le sujet. Et ça montre qu'effectivement, quand on prend un mâle, une femelle, les effets inter- ou transgénérationnels sont différents. Donc, en fait, quand on prend une femelle qui est gestante, et on induit quelque chose, un stress, que ce soit un stress nutritionnel ou autre, on affecte non seulement la souris, mais aussi son fœtus et la lignée germinale du fœtus qui est présente. Donc on peut avoir un impact non seulement sur le parent, le F0, mais aussi sur le fœtus, le F1, la progéniture, et aussi sur la lignée germinale, le F2. Et donc pour vraiment voir, et donc en fait, les effets intergénérationnels vont jusqu'à F2 quand il s'agit d'une mère gestante qui est exposée. Donc ça c'est-à-dire que il y a toujours, le signal a été toujours senti par cet individu. Cet individu était une lignée germinale, enfin était une cellule dans ce fœtus, mais en tout cas était exposé à ce signal.
Et c'est que la progéniture de la F2, c'est-à-dire la F3, où on peut vraiment parler d'un effet transgénérationnel, c'est-à-dire où on n'a plus du tout le signal qui a été exposé. Ça, c'est pour les femelles. Pour les mâles, si on a un mâle qui est exposé à un signal ou une femelle, bien sûr, qui n'est pas gestante, là, le F0, il est affecté. Sa lignée germinale est affectée, donc le F1. Donc là, on a les effets intergénérationnels. Et c'est qu'après, donc F2 et F3, où on peut parler de transgénérationnel. Donc une femelle qui n'est pas gestante ou un mâle, on peut voir s'il y a un effet transgénérationnel à partir de F2. Une femelle qui est gestante, c'est qu'à partir de F3. Voilà. Donc tout ça, c'est important. Pourquoi? C'est parce que très souvent, les gens confondent un impact de l'environnement sur les générations qui suivaient à long terme et un impact qui était, donc, on peut dire réellement épigénétique, c'est-à-dire en dehors du signal qui l'a déclenché. Mais dans beaucoup des cas, encore, les études restent intergénérationnelles, où effectivement, c'est un déclenchement de signal qui n'est pas forcément épigénétique dans le sens mémoire. Donc, en fait, pour vraiment faire les expériences comme il faut, je vous avais déjà parlé de ça, mais il faut prendre, si on peut, des individus génétiquement identiques. Bien sûr, c'est quasiment impossible, mais avec les souris, les souris de souche pure, on peut limiter le nombre de polymorphismes. Malheureusement, dans beaucoup de cas, les gens ne prennent pas les souris ou ils prennent des rats, et là, il y a une variabilité génétique qui existe. Donc, on ne peut vraiment pas tirer des conclusions sur l'effet éventuellement qui n'est pas dû à un polymorphisme dans le génome et la ségrégation d'allèles. Et puis, il faut être sûr de quel moment on regarde. En fait, quand on expose un individu à un signal, il faut bien prendre en compte le moment d'exposition. Parce qu'évidemment, un fœtus à un stade très précoce, avant que la lignée germinale forme, n'est pas le même que plus tardif, quand la lignée germinale est en train de former. Donc tout ça, c'est très important. Et là aussi, les gens ne faisaient pas très attention au début, et maintenant, on commence à vraiment faire les manips où on précise à quel stade on regarde et on peut en conclure. Et puis, il y a aussi des effets stochastiques qui peuvent contribuer à des effets phénotypiques. Donc, il faut des grands cohortes. Il ne suffit pas de prendre une souris ou deux et regarder l'impact. Il faut regarder des cohortes suffisamment importantes pour être statistiquement robustes. Et il faut éviter des effets de transmission. Et je vais revenir sur ça la semaine prochaine. On va dire des effets culturels, c'est-à-dire la manière que la mère ou le père se comportent et qui peut influencer un phénotype. Voilà, donc il faut faire tout ça, mais en même temps, ça nous fascine, bien sûr, ça nous fascine de voir à quel point on peut peut-être avoir un impact, par exemple, si c'est nutritionnel, sur les générations qui suivent. Et c'est une réelle question, on va dire, problème, enfin, oui, une réelle question, et qui a été donc déjà touché lors de mes cours. Donc il y a l'effet de Barker, donc on appelle ça le Thrifty Phenotype Hypothesis, c'est-à-dire qu'un individu qui est soumis à un stress nutritif très important va générer un effet sur son fœtus et sur les générations qui suivent, parce que le métabolisme qui a été, on va dire, influencé, induit par cette croissance in utero, ne sera pas forcément adapté à la vie de l'enfant ou du petit enfant ensuite. Et donc, à quel point est-ce que la nutrition d'une mère ou la nutrition d'un père peut avoir un impact sur la manière que l'individu se comporte. Et bien sûr, beaucoup d'intérêt a été apporté parce qu'il y a ces cas de famine lors de la Deuxième Guerre mondiale où on sait que les femmes qui étaient enceintes étaient exposées à un taux de nutrition très très basse, donc juste quelques centaines de calories alors qu'elles étaient enceintes et pendant plusieurs semaines. Et donc là, l'idée c'était que cette période a produit donc des enfants, des individus qui avaient une tolérance au glucose qui était moins adaptée.
et donc, ils ont comparé, les chercheurs comparent avec l'année d'avant, les naissances, donc les sœurs, les frères nés avant cette période de famine. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'effets qui peuvent être, comment dire ça, des confounding effects, confonder, qui peuvent confonder. Ouais. Confusion, voilà, on va dire les facteurs de confusion. Donc, effectivement, il peut y avoir déjà les polymorphismes génétiques, évidemment, chez les humains. Il y a beaucoup de variables environnementales qui n'ont pas été mesurées. On ne sait pas exactement à quel moment de gestation, dans certains cas, c'est arrivé. Il y a aussi les effets culturels. Les parents qui ont eu ces enfants, bien sûr, ont pu ensuite compenser avec la nourriture après la guerre. Donc, ces enfants étaient plus nourris que d'habitude. Donc, il y a beaucoup d'effets confondateurs. Donc, ce sont des études qui sont très intéressantes, mais qui sont très débattues. Oh. Mais en tout cas, cette hypothèse reste tout à fait réelle et il y a maintenant de plus en plus un intérêt de savoir à quel point les signaux au cours de la vie fétale peuvent prédisposer à des maladies comme le diabète et d'autres types de maladies. Donc à quel point il y a ce décalage entre les signaux perçus au cours de la croissance et puis l'environnement que l'adulte ou le jeune adulte va rencontrer. Donc c'est tout un domaine. Est-ce que c'est de l'épigénétique ? Pourquoi pas, mais je suis toujours un peu sceptique, enfin réticente à dire que oui, bien sûr, c'est de l'épigénétique. C'est de l'épigénétique si on veut, dans le sens que s'il y a une transmission, peut-être effectivement il y a des facteurs épigénétiques qui sont importants et qui sont impliqués. Mais la question, c'est quel type de facteurs, et peut-être il faut juste dire que tout ce qui est transmis, qui n'est pas dû à cette variation dans la séquence de l'ADN, pourrait être considéré comme étant épigénétique. Le problème, c'est qu'effectivement, on ne peut pas exclure qu'il y a d'autres facteurs qui peuvent être impliqués et que même des facteurs génétiques. En tout cas, voilà, tout ça pour dire que j'ai déjà montré cette diapo, je pense, lors de mon premier cours, c'est que nous sommes fascinés par l'impact de l'environnement sur l'épigénome humain et comment, effectivement, on pourrait éventuellement avoir des phénotypes acquis grâce à ce qu'on mange ou ce qu'on ressent, etc. Et donc, on met beaucoup de poids, moi je trouve, sur les parents, le stress d'une mère enceinte ou même d'un père qui, dans un couple, sait qu'il veut faire un enfant. Donc, en fait, c'est à quel point il faut faire attention. Ben, il faut faire attention, c'est sûr. Il faut manger correctement, il faut pas boire, il ne faut pas fumer. Enfin, mais il faut vivre en même temps. Anyway, donc, c'est quelque chose qui peut peser, alors qu'à un moment, l'épigénétique était censée nous libérer de notre génétique, de nos génomes. Finalement, ça nous pèse, parce qu'il faut qu'on sache à quel point les facteurs environnementaux peuvent influencer un fœtus et puis peut-être les petits-enfants et les arrière-petits-enfants. Donc, je n'apporte pas des réponses là, mais simplement, je vous dis que les chercheurs essaient de comprendre en utilisant les systèmes modèles. Donc, un des systèmes modèles qui est utilisé, c'est effectivement la souris. On a déjà parlé, en fait, de cette étude qui a été publiée en 2014, où il a été montré qu'effectivement, la malnutrition des femelles gestantes à un moment précis du développement conduit à des changements dans les méthylomes du sperme dans des individus mâles et aussi à des changements au niveau des gènes impliqués dans le métabolisme. Donc il y avait et un phénotype et un épigénotype. Ce qui était très surprenant, c'est que les deux ne semblaient pas aller ensemble. Donc il y avait des changements épigénétiques ou épigénomiques qui ont été détectés dans cette étude, hypométhylation, mais finalement la corrélation avec le changement des gènes était assez faible en fait. Donc ça restait très intriguant. Il y avait aussi cette étude par le laboratoire de Holly Rander où là c'était les mâles qui ont été nourris avec
du chow, on appelle ça la nourriture de souris très faible en protéines. Et là, il a vu aussi un changement phénotypique qui correspondait à des changements de métabolisme encore. Il a vu aussi des changements au niveau du épigénome, le sperme, qui était affecté. Mais il n'a pas regardé au-delà de F1, il a regardé le parent et F1, donc en fait il n'a pas vraiment regardé les effets transgénérationnels, juste intergénérationnels, mais il a quand même vu des changements au niveau du épigénome, mais pas beaucoup. Donc là aussi, il y avait l'impression que les changements épigénétiques classiques qu'on imaginait étaient impliqués ou associés avec des éventuels effets intergénérationnels, ne semblaient pas être impliqués avec les mêmes gènes, alors que le phénotype et les gènes impliqués dans ce phénotype semblent coller avec ce qu'on imaginait, le métabolisme. Et donc c'est là où je voulais terminer et puis répondre la semaine prochaine parce que ça m'amène à la suite. Mais en fait, plusieurs études viennent de sortir cette année, l'année dernière, qui montrent qu'il y a un impact de la nutrition sur la génération suivante, qu'elle est à la limite épigénétique, mais ce n'est pas du tout ce qu'on imaginait. Et donc là, par exemple, dans le laboratoire de Holly Rander, c'est lui qui a fait cette étude ici, ils ont regardé en fait les ARN dans les testicules de ces mâles issus de cette nutrition, de cette gestation sous-nourrie. Et en fait, ils ont trouvé qu'effectivement, il y avait des ARN qui pouvaient expliquer la différence, qui pouvaient expliquer la corrélation avec les phénotypes, mais il s'agissait pas des petits ARN classiques qu'on imaginait, pas des cRNA, même pas des piRNA, mais des fragments des tRNA qui sont impliqués, en fait, on pensait dans la traduction. Et ces tRNA, c'est des fragments qui semblent être produits pas dans le sperme, mais dans ce qu'on appelle épididyme. C'est ça? Caput. Épididyme. Voilà. Et donc ces petits ARN, en fait, sont présents et transmis en dehors de l'épigénome classique qu'on imaginait. Et ils ont aussi trouvé qu'effectivement, il y a des micro-ARN qui sont aussi, qui semblent aussi être affectés dans ces situations de changement de nutrition. Donc en fait, effectivement, il y a de la transmission, mais ça semble être autre chose que ce qu'on imaginait. Il y a une étude qui vient de sortir qui montre qu'effectivement, la nutrition d'un père peut avoir un impact sur ces ARN, ces petits ARN dont j'ai mentionné, mais sur la méthylation. Donc il s'agit de la méthylation, mais pas de l'ADN, mais de l'ARN. Donc ces petits ARN méthylés semblent corréler avec le phénotype qui est induit quand on donne une nutrition soit haut en protéines ou en gras, ou soit bas en gras. Donc ça, c'est high fat diet. Et ils ont même allé jusqu'à trouver l'enzyme qui pourrait être impliquée. Donc on savait que la DNMT2 est une enzyme qui a été évoquée comme étant une méthyltransférase des ARN et des tRNA en particulier. Et donc ils ont regardé des mutants DNMT2 et ils ont montré qu'effectivement, en absence de DNMT2, quand on ne peut plus méthyler ces ARN, on a un phénotype normal quand on est nourri avec cette nutrition très haute en gras, alors qu'en présence de DNMT2, on a donc un taux de maladie métabolique plus élevé. Donc tout d'un coup, on passe de la chromatine à des effets par les ARN méthylés, et ça passe même pas dans le noyau du sperme. Donc c'est assez étonnant et excitant, je trouve, que finalement, même chez les mammifères, on pensait avoir compris beaucoup de choses. Il y a des voies très différentes et qu'on n'avait pas imaginées. Et donc ça m'amène à, je pense, à la dernière diapositive qui vous montre, voilà, pendant très longtemps, on pensait qu'effectivement, c'était l'état méthylé du génome qui pouvait être affectés peut-être par les changements environnementaux et qui pouvaient ensuite être transmis.
et qu'on sait que la méthylation est importante pour le développement, on sait que c'est important pour l'empreinte aussi, on sait que la méthylation est importante même pour les abeilles. Mais finalement, ce n'est pas que la méthylation, il y a la chromatine qui est impliquée, on a parlé de PRC2, d'autres types de changements chromatiniens, mais en tout cas pour les abeilles dont je vous avais parlé, PRC2 est important. Pas transgénérationnel, bien sûr, là c'est au sein d'une génération. À travers les générations, on pense que ces modifications sont aussi importantes, en particulier dans le ver, C. elegans. Là, on sait que les mutants dans ces voies peuvent affecter la transmission des états d'expression de gènes et des états épigénétiques. Donc on pense qu'effectivement la chromatine est importante dans certaines situations, mais là, la grande surprise, c'est qu'effectivement, il y a des voies de petits ARN, non seulement les micro-ARN et les petits ARN interférents, mais les tRNA qui semblent être importants aussi pour la régulation des gènes d'une part et la transmission transgénérationnelle de certains effets. Donc là, nous attendons tous de comprendre quel est le lien justement entre ces maladies métaboliques et ce type de fragments de tRNA qui peut être transmis. Voilà, donc je vais terminer là. Je vais aussi parler la semaine prochaine pour tous ceux qui sont intéressés par ça. Je vais prendre un petit peu les papiers, il y en a beaucoup, qui touchent sur l'impact du stress, et là je parle de stress psychologique ou autre. Et quel est l'impact là sur les effets intergénérationnels, mais peut-être aussi transgénérationnels. Et là où l'enjeu entre les phénomènes ou les mécanismes classiques épigénétiques versus les phénomènes de comportement qui doivent être pris en compte. Et puis surtout, donc ça sera le début du cours, et le reste du cours, je vais en fait prendre le thème des changements épigénétiques et la plasticité phénotypique et l'importance de tout ça dans l'évolution des réponses adaptatives. Je pense que vous avez compris déjà aujourd'hui que je suis assez sceptique sur certains aspects, mais néanmoins, il y a quand même des jolies études qu'il faut vous décrire. Alors, je voulais aussi souligner que malheureusement, le séminaire qui allait avoir lieu après ce cours de Sean Carroll a dû être annulé parce qu'il m'a contacté il y a quelques jours pour me dire que sa femme a cassé son pied. Et donc, il est obligé de rester avec elle. Donc, malheureusement, il ne viendra pas pour le séminaire. J'espère pouvoir le faire venir pour le colloque, néanmoins, qui sera en avril. Voilà, et je vous remercie.